Merci, Monsieur le Président, pour ce mot aimable. Donc, je vais vous proposer que nous mettions le projecteur sur l'organisation du travail sous l'angle du contenu de cette organisation du travail et que nous regardions quels sont les outils juridiques qui permettent de l'aborder à la fois pour résister à certaines organisations du travail et pour imaginer d'autres organisations du travail, donc dans le prolongement des deux précédentes interventions. Alors dans un certain nombre d'entreprises, notamment dans certaines grandes entreprises, on voit apparaître de nouvelles organisations du travail, ou plutôt le renouvellement de certaines organisations du travail, c'est-à-dire que les formes de taylorisme sont réactualisées, la coupure entre la conception et l'exécution se trouve aujourd'hui renouvelée. Dans ces nouvelles formes d'organisation du travail, je mets nouvelles évidemment entre guillemets, qu'est-ce que l'on voit apparaître? Eh bien, on voit apparaître une très forte individualisation qui s'appuie notamment sur ce que l'on appelle l'évaluation des salariés. En fait, on n'évalue pas les salariés, bien évidemment, heureusement. On doit évaluer peut-être le travail des salariés. En réalité, on n'évalue pas le travail des salariés. On n'évalue pas le travail réel des salariés. On évalue des résultats du travail des salariés. En fait, on évalue certains résultats quantitatifs de ce travail. Pour l'essentiel, le travail reste en dehors de l'évaluation, et c'est une évaluation individualisée, donc qui ne prend pas en compte le fait que dans le travail, il y a nécessairement coopération. Cette individualisation, elle entraîne évidemment l'isolement, et elle est évidemment au détriment des collectifs de travail et au détriment de la coopération. Dans ces nouvelles organisations, on voit apparaître une intensification du travail, notamment sur le plan de la charge mentale. On voit apparaître des procédures qui sont de plus en plus standardisées et qui sont imposées. On voit une aggravation des contrôles et de la surveillance. Évidemment, les nouvelles technologies permettent d'aller plus loin que jamais dans l'histoire. On voit apparaître, nous reviendrons sur ce point, des atteintes à la conscience professionnelle. Dans ces entreprises, l'organisation du travail est censée permettre techniquement la réalisation d'un produit, la réalisation d'une prestation, mais ces organisations du travail, elles ont bien évidemment un rôle social de contrôle en fait, notamment de contrôle du personnel, de contrôle des salariés. Ces organisations du travail, elles déshumanisent le travail, elles génèrent des maux sur les salariés, sur les personnes. Alors on parle parfois de risques psychosociaux, il me semble qu'il vaudrait mieux parler de risques organisationnels, mais ces nouvelles organisations du travail, elles font également peser un certain nombre de risques sur la cité. Alors je vous proposerai d'aborder donc deux questions. Que peut le droit face à ces organisations du travail en termes de résistance, et que peut le droit en termes d'imagination d'autres organisations du travail? Donc premier point, Annie Thibaumeau-Monny en a déjà parlé tout à l'heure, je ne reviens pas sur ce point, le droit va permettre dans un certain nombre d'affaires une certaine réparation des dégâts causés par le travail à travers des actions de faute inexcusable de l'employeur, de reconnaissance de cette faute inexcusable, à travers également de la mise en œuvre du droit des discriminations, puisque les salariés sont souvent discriminés au regard de leur état de santé, après que des conditions de travail aient évidemment dégradé leur état de santé. Et cette problématique a lieu notamment à l'occasion de procédures de licenciement liées à l'inaptitude du salarié. Je voudrais surtout développer un autre point, c'est la mobilisation du droit pour permettre d'éviter la mise en place de ces nouvelles organisations du travail ou pour empêcher, interdire leur maintien dans les entreprises. Cette mobilisation du droit, elle peut passer par la négociation collective d'accords, elle peut passer par le rôle des élus, et je ne développerai pas ce point, mais une information, elle peut passer également par l'intervention des délégués du personnel, ceux qui seront demain les membres de la délégation du comité social et économique, ces délégués du personnel qui disposent d'un droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes et notamment en cas d'atteinte à la santé. Les ordonnances avaient prévu de supprimer ce droit d'alerte dans les entreprises de moins de 50 salariés. Eh bien, un amendement a permis de rétablir ce droit d'alerte dans les entreprises de moins de 50 salariés. Et donc, la loi de ratification votée très récemment le permet. Quelques actions judiciaires à signaler au regard d'une jurisprudence importante qui a été reformulée par la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juin 2016 en droit du travail. L'employeur a une obligation légale
de sécurité. Dans une décision du tribunal de grande instance de Lyon du 4 septembre 2012, qui a été confirmée par la Cour d'appel de Lyon en 2014, eh bien, le juge est amené à remettre en cause une organisation du travail qui était basée sur le système que certains connaissent bien, le système dit de benchmark. Alors nous étions dans un établissement bancaire et en fait les salariés, notamment ceux qui sont en contact avec la clientèle, doivent vendre un certain nombre de produits à la clientèle et en fin de journée, eh bien, on comptabilisait le nombre de produits qui avaient été vendus par chaque agent, on classait les agents et évidemment on classait les agences pour voir combien de produits avaient été vendus et donc on faisait un classement à la fois des salariés et également des agences. Le juge, saisi par une organisation syndicale, a été amené à analyser cette organisation du travail et son jugement est très motivé. C'est pour ça que je pense que ça vaut la peine, dans le cadre de cette université d'automne, de faire part de ce jugement. Cette organisation du travail avait été mise en place à la fin de l'année 2007 et elle a été interdite, donc à la fin de l'année 2012. Que nous dit le juge? Il nous dit deux types son analyse porte sur deux types de questions. La mise en concurrence des salariés et le contenu du travail. Sur la mise en concurrence des salariés, le juge nous dit « Aucun objectif n'est imposé officiellement ni aux agences ni aux salariés. Le seul objectif qui existe, c'est de faire mieux que les autres. » Le salarié ne sait pas en fin de journée s'il a bien travaillé. Tout dépend des résultats en termes de vente de ses collègues et des autres agences. Les outils informatiques permettent à tout le monde de suivre en direct, depuis chaque poste, ce que chacun fait, ce que chaque commercial fait dans la banque. Il y a donc une pression extrêmement forte. Le juge souligne une atteinte à la dignité des personnes, leur dévalorisation permanente qui est utilisée pour créer une compétition ininterrompue entre les salariés. Le juge note également une dégradation des relations sociales entre les salariés. Le benchmark, c'est-à-dire cette comparaison permanente des résultats entre les salariés et entre les agences, a directement comme conséquence sociale au sein de l'entreprise, a comme conséquence de créer évidemment des tensions entre les salariés, puisque la part variable de la rémunération dépend des résultats obtenus et la part variable de l'équipe dépend des résultats obtenus par chaque membre de l'équipe. Et donc nous en venons évidemment à l'analyse du contenu du travail. C'est très intéressant d'analyser le contenu du travail. Le juge note une souffrance éthique. Pourquoi ? Eh bien parce que les salariés sont incités à vendre. Ils sont incités à vendre des produits qui parfois ne correspondent pas, bien évidemment, aux attentes de la clientèle, ni aux besoins de la clientèle. Et donc le juge note une incitation pernicieuse à passer outre la réglementation professionnelle pour faire du chiffre. Certains, évidemment, ressentent un sentiment de honte d'avoir dû privilégier la vente au détriment du conseil du client. Par conséquent, ce système incite les personnes à ne pas respecter les règles déontologiques, à ne pas respecter les règles de l'art du métier, dit-on dans d'autres milieux. La satisfaction de la clientèle, finalement, est très peu prise en compte dans la notation des salariés. Elle n'entre en compte que pour 5% de l'évaluation. Je vous remercie pour votre générosité. Le président m'accorde encore 5 minutes. Cela a donc pour conséquence, nous dit ce jugement, une multiplication des troubles physiques et mentaux, des troubles anxio-dépressifs, des accidents cardiovasculaires, des troubles musculo-squelettiques. Évidemment, toutes ces pathologies ne relèvent pas simplement de la situation personnelle. Ces pathologies sont largement causées par le travail. Et donc, le juge nous dit, dans ce jugement particulièrement bien motivé, eh bien, cette organisation du travail compromet gravement la santé des salariés. Elle est contraire aux dispositions de l'article L4121.1 du Code du travail, issu d'une directive européenne, et donc il est fait défense, il est interdit à l'entreprise de maintenir cette organisation du travail. Donc l'entreprise a été obligée de modifier son organisation du travail et de modifier son mode d'évaluation du travail des salariés. Nous avons peu de décisions en la matière. J'en citerai une autre, c'est l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 mars 2008, dans laquelle le juge interdit à une entreprise de mettre en place une organisation du travail
qui serait de nature à compromettre la santé. Cette organisation du travail n'était pas contraire au Code du travail. L'employeur, en voulant mettre en œuvre cette nouvelle organisation du travail, ne contrevenait à aucune disposition du Code du travail. Il ne commettait aucune infraction. Oui, mais le juge considère, au regard de l'obligation de sécurité de l'employeur, eh bien qu'elle était de nature à compromettre la santé du salarié. Ces décisions illustrent donc une certaine efficacité du droit de la santé, droit objectif, quand il est mobilisé en justice, sur la base évidemment de dossiers bien construits. Et ces décisions illustrent également une certaine efficacité pour assurer l'effectivité du droit à la santé, ce droit de l'homme extrêmement important, le droit à la santé, le droit qu'a toute personne de posséder le meilleur état de santé possible. Au-delà de la résistance, le droit nous offre également un certain nombre de points de repère pour imaginer d'autres organisations du travail. L'Organisation internationale du travail envisage en particulier la mise en place d'un régime de travail réellement humain. Un régime de travail réellement humain, c'est-à-dire un travail réellement humain et pas simplement des conditions de travail qui soient satisfaisantes. Dans la déclaration de Philadelphie de 1944, l'Organisation internationale du travail demande aux États de mettre en place des programmes qui vont permettre de réaliser l'emploi des travailleurs à des occupations où ils aient la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté et de leur connaissance et de contribuer au bien-être commun. Donc évidemment, un tel objectif implique la transformation de l'organisation du travail dans de nombreuses entreprises. Le droit de l'Union européenne, notamment à travers une directive du 12 juin 1989, nous dit que l'employeur est obligé d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs dans tous les aspects liés au travail. Et en particulier, pour ce faire, l'employeur doit adapter le travail à l'homme. Cette disposition a été reprise dans le Code du travail par une loi de 1991. Et donc c'est un texte qui, pour l'essentiel, continue de dormir dans le Code du travail. L'employeur doit adapter le travail à l'homme. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien cela signifie, nous dit le texte, que l'employeur doit adapter les méthodes de travail et les méthodes de production. Je ne développerai pas tout ce qui a été dit par les deux précédentes interventions sur la question ergonomique et sur la question de la division sexuelle et même parfois de la division sexiste du travail. Mais retenons que adapter le travail à l'homme, cela signifie adapter les méthodes de travail à la personne humaine, aux besoins, aux attentes de cette personne humaine. Je terminerai en conclusion sur les enjeux de la réflexion sur l'organisation du travail. Ces organisations du travail pathogènes, elles abîment le travail, elles abîment la personne au travail, elles abîment également la citoyenneté dans l'entreprise et elles abîment la citoyenneté dans la cité et donc elles abîment la démocratie. Dans ces organisations du travail, des personnes sont incitées à se focaliser sur leurs objectifs quantitatifs à atteindre. Les personnes doivent ignorer leurs collègues qui n'atteignent pas les objectifs. Peu importe, il faut continuer. Il y a donc un formatage des comportements, formatage social, plutôt formatage asocial des comportements. Et quand ces personnes quittent l'entreprise, eh bien, elles devraient, en dehors de l'entreprise, dans leur quartier, dans les transports, dans la cité, dans leur pays, redevenir des citoyens préoccupés du bien commun. Il y a là un divorce anthropologique. Il y a là, à travers ces comportements formatés dans l'entreprise, bien évidemment, il y a là des conséquences dans la vie en dehors de l'entreprise. La Common Decency de George Orwell est évidemment particulièrement maltraitée. Il y a donc un enjeu politique du travail. Il y a un enjeu politique du travail. La dégradation du statut de travailleur entraîne une dégradation de la qualité de citoyen. La crise de la démocratie et de la citoyenneté se nourrit aussi de la crise du travail. Penser la liberté dans la cité implique donc de penser la liberté dans le travail. Le droit du travail devrait donc davantage s'occuper du travail. Le droit du travail s'occupe beaucoup de l'environnement de travail,
des contreparties du travail, mais le droit du travail finalement s'occupe assez peu du contenu du travail. Et ces dernières années, le droit du travail en tant que discipline juridique s'est intéressé au travail dans des affaires tragiques, notamment dans des affaires de suicide, dans des affaires de dépression nerveuse, où à partir de dossiers, le juge a été amené à s'intéresser à l'activité humaine au travail, aux conditions concrètes du travail. Voilà, je terminerai par ce mot de Thucydide. Il faut choisir, se reposer ou être libre. Donc nous avons du travail.